Bien, alors, le travail que nous venons de faire, vous en êtes aperçu, est un travail porté sur les marques explicites des textes que vous avez analysés. Il faut donc considérer qu'il y a, dans l'organisation de tout texte, deux niveaux. Parce que, nous l'avons vu la fois précédente, ce qui fait l'enjeu de tout acte de langage, c'est l'implicite. Alors il faut considérer que dans ces organisations énonciatives, narratives, etc., il y a toujours deux niveaux. Le niveau qu'on peut appeler le niveau phrastique, c'est-à-dire celui de la surface explicite du texte avec toutes ses marques, et le niveau, à proprement parler, discursif. Il faudrait trouver un autre mot pour que ce ne soit pas le même, mais enfin, faute d'en avoir trouvé un autre, je répète ce terme-là, niveau discursif, qui est beaucoup plus ample et qui concerne l'organisation d'ensemble du texte dans lequel va se trouver l'implicite. Bien, ces deux niveaux, phrastique et discursif, nous allons les retrouver dans la composante énonciative et dans la composante narrative. Et je vous donnerai à chaque fois un instrument décrivant chacun de ces niveaux. Pour ce qui concerne la composante énonciative, nous allons voir ce qui concerne le niveau explicite, quelles sont les marques du niveau explicite. Et pour ce qui concerne l'énonciatif du point de vue discursif, eh bien ce sera, utilisant le niveau explicite, essayer de voir quel est l'enjeu implicite d'un texte. Alors c'est mon premier exemple, quand j'avais dit « tiens, il y a une veste par terre », au niveau phrastique explicite, « tiens » est une marque d'étonnement, « il y a une veste par terre » est une marque de constatation, mais au niveau discursif, c'est un ordre. Voilà la différence, si vous voulez, des deux niveaux. Au niveau narratif, eh bien, nous avons le schéma actantiel qui permet de comprendre, de décrire l'organisation du phrastique, c'est-à-dire de l'ensemble des marques explicites. Mais nous avons affaire aussi à un autre niveau, le niveau discursif, qui, tenant compte de l'ensemble de l'organisation narrative d'un texte, devra être décrit en fonction d'un schéma que l'on peut appeler, à proprement parler, un schéma narratif. Donc, nous allons voir dans un premier temps quelles sont les caractéristiques de l'explicite de l'énonciative, marque explicite de l'énonciative, puis dans un deuxième temps, puisque vous avez déjà travaillé sur le schéma actantiel, quel est le schéma narratif correspondant à l'organisation d'ensemble d'un texte. Bien, alors d'abord, ce qui concerne l'aspect phrastique de la composante énonciative, ce que l'on peut appeler la parole énonciative, c'est-à-dire comment les marques sont organisées du point de vue énonciatif. Alors, on peut considérer qu'il y a trois grandes orientations, selon que je vous rappelle qu'on est dans le cadre discursif, donc il s'agit du dire et des êtres de parole, c'est-à-dire le sujet énonciateur et le sujet destinataire. Alors, une orientation du mouvement énonciatif vers le sujet destinataire, l'implication du sujet énonciateur et du sujet destinataire en même temps, l'orientation du mouvement énonciatif vers le sujet énonciateur lui-même, et l'orientation énonciative vers le « il », tout ce dont je parle. L'allocutif, on parle de l'allocuteur, implique le destinataire de trois points de vue qu'on peut appeler des modélisations. Alors vous pouvez suivre sur la feuille que vous avez. La modélisation injonctive qui concerne tout ce qui est l'ordre, la requête, l'interdiction, l'autorisation, la suggestion, etc. Le discriminatif qui concerne toute la façon que l'on peut avoir d'interpeller les gens, d'appeler les gens, de les discriminer parmi un ensemble, avec la prise en considération du fait que je les interpelle dans le cadre d'une certaine hiérarchie, ou que je tiens compte du fait que la personne, je la connais déjà ou je ne la connais pas,
ou que je tiens compte d'une relation d'affectivité dans cette interpellation. La modélisation sollicitative qui concerne toutes les demandes de dire et les demandes de faire, qui peuvent porter soit sur l'identification des gens, qui est-ce, soit sur le comment des choses, comment est-ce, soit sur la quantification, combien c'est, etc. Voilà pour l'allocutif. Concernant l'élocutif, je vous rappelle, c'est le moment où la parole énonciative dit quelque chose sur le sujet énonciateur lui-même et le révèle quant à la prise de position qu'il prend par rapport à l'énoncé et à la description du monde, du il. Alors, on va retrouver dans l'élocutif un certain nombre de catégories de modalisation qui ont déjà été décrites abondamment, ici et là. Tout ce qui concerne l'obligation, je dois faire ceci, il faut faire cela. Alors évidemment, on peut après établir des distinctions selon que l'obligation est externe ou interne. Tout ce qui concerne la possibilité de faire des choses, possibilité parce qu'on en a la capacité ou possibilité parce qu'on vous en donne l'autorisation. Tout ce qui concerne le désir de faire quelque chose, le souhait, le vouloir. Tout ce qui concerne l'opinion que l'on peut avoir sur les choses, le croire, le être certain, ne pas être certain, et tout ce qui concerne l'appréciation, appréciation positive ou appréciation négative sur les choses. C'est donc le sujet énonciateur qui, à ce moment-là, se révèle dans son acte de langage à travers ses marques d'énonciation. Enfin, le délocutif. Le délocutif, c'est le moment où le sujet énonciateur fait semblant de disparaître et de mettre en évidence l'énoncé par lui-même. C'est le domaine par excellence de l'évidence. C'est-à-dire que ce n'est pas le sujet énonciateur qui donne une opinion, c'est que la chose est ainsi parce qu'en soi, elle se définit de cette manière-là. Et ça permettra de faire une distinction qui n'est pas très souvent faite dans la description des modalités entre, par exemple, je suis certain qu'il viendra et il est certain qu'il viendra. Parce que dans je suis certain qu'il viendra, le sujet énonciateur se révèle et parle de sa propre conviction, c'est une des variantes de l'opinion, alors que dans il est certain qu'il viendra, je dis que c'est la chose en soi, en elle-même, qui est certaine. Je dégage ma responsabilité de l'acte d'énonciation. Il y a toute une discussion d'ailleurs autour de ça, parce qu'on peut considérer que le délocutif, ça n'est jamais qu'apparaître. Je ne fais jamais que semblant de dire que c'est la chose qui en soi est certaine. C'est tout le domaine de l'assertion. De même, on sera amené à faire une différence dans l'appréciation élocutive et l'assertion d'élocutive avec des choses comme peut-être, qui est ambigu. Quand je dis il viendra peut-être, est-ce que c'est moi qui porte cette appréciation ou est-ce que je dis que c'est la chose qui est probable en elle-même? Il faudra voir d'après les autres marques du contexte s'il s'agit ici d'un élocutif ou d'un délocutif. Alors donc, ce que je vous propose pour le travail que vous allez faire par la suite en atelier sur le texte propagandiste de Tract, et dont je vous donnerai la consigne tout à l'heure, vous aurez à utiliser les marques de la parole énonciative comme un instrument d'interrogation, c'est-à-dire qu'évidemment vous n'allez pas toutes les trouver, pour essayer à un premier temps, ce que j'ai appelé le niveau phrastique, et non pas encore le niveau implicite, de voir de quoi ces marques sont porteuses pour leur aspect explicite. Et puis ensuite, quand vous aurez fait le travail sur le schéma narratif, eh bien vous essaierez de mettre en relation la dimension narrative du texte avec la dimension énonciative du texte. Alors pour ce qui concerne maintenant le schéma narratif, c'est-à-dire l'organisation d'ensemble du texte, son niveau discursif, hypothèse de base, un manque, une quête, un résultat. On fait l'hypothèse que tous les faits humains, toutes les actions humaines sont motivées par l'existence et la prise de conscience d'un manque, lequel manque doit déclencher le désir de le réparer,
de le combler. C'est ce qu'on appellera la quête, dans laquelle il y a un objet de quête que l'on essaye de saisir. Et puis cette quête aboutit à un résultat positif ou négatif. Alors, il faut ici essayer de bien comprendre ce rapport entre le manque et la quête. Le manque est en négatif ce que la quête est en positif. Le manque est en creux ce que la quête est en bosse. Puisque tout est fondé sur l'hypothèse que le faire se déclenche par la prise de conscience d'un manque, eh bien, disons que le résultat positif, c'est lorsque cet objet de quête a été saisi et répare et comble le manque. Donc vous devez retrouver, quand vous analysez un texte, les mêmes éléments correspondant au manque et correspondant à l'objet de quête. Simplement que pour le manque, ces mêmes éléments sont vus du point de vue négatif, alors que pour la quête, ils sont vus du point de vue positif. Par ailleurs, cette quête elle-même peut faire l'objet d'une description beaucoup plus précise, puisque la quête c'est un faire, eh bien, elle peut faire l'objet d'une description de l'action qui lui correspond. Et on peut réutiliser à ce niveau-là le schéma actentiel avec lequel nous avons travaillé, qui décrirait l'action qui spécifie la quête, l'agent qui doit être le même agent que le projet de quête, évidemment, un patient s'il y en a un, un bénéficiaire s'il y en a un, qui vont correspondre à l'objet de quête, la cause dont on avait parlé, la cause du schéma actentiel, doit correspondre au manque, et le résultat du schéma actentiel doit correspondre au résultat. Alors je vais essayer d'illustrer ça par deux exemples. D'abord un premier exemple très rapide qui est celui du conte populaire. Qu'est-ce qui se passe dans le conte populaire? Eh bien, c'est qu'au départ, vous avez toujours une situation de manque. Une famille de bûcherons est dans la misère, est sur le point de mourir de faim. Alors le père prend sa hache et part à l'aventure, à la recherche, c'est-à-dire à la quête de quoi nourrir sa famille. Donc, situation de manque, situation initiale, SI, qui décrit un manque, et la quête qui est décrite avec l'objet de quête qui doit se trouver au bout de cette quête. Et puis au cours de cette quête, il y a tout un tas d'aventures, tout un tas d'épreuves, il y a des alliés, il y a des auxiliaires, comme par exemple, je ne sais pas moi, la potion magique d'Astérix, comme une formule magique dans les contes orientaux, ou le géant dans Aladdin et la lampe merveilleuse, qui sont des alliés, ou à l'inverse, il y a des ennemis, il y a des adversaires qui vont contrecarrer cette quête. Vous voyez, on retrouve tous les éléments actentiels autour de la description de cette quête. Deuxième exemple, le discours publicitaire. Finalement, que vous dit le discours publicitaire? Si je prends un exemple comme ce slogan publicitaire, « Magie fait le potage que vous aimez ». Magie est la marque d'un potage tout fait en poudre, vous savez, que vous n'avez plus qu'à mettre dans l'eau bouillante. Alors que vous dit « Magie fait le potage que vous aimez ». Bien, il vous dit ce qui est caractéristique de tout le discours publicitaire, que vous allez pouvoir obtenir deux choses contraires, qui en principe s'excluent. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est le potage que vous aimez, le potage familial, qui est tout à fait personnalisé, parce que c'est vous qui le composez, mais en même temps, vous ne perdrez pas de temps à le faire, puisque magie, c'est un potage en poudre qu'il n'y a plus qu'à plonger dans l'eau chaude. La plupart des slogans publicitaires sont fabriqués sur cette idée que le résultat qui vous est proposé, qui est en même temps le rêve que vous essaierez d'atteindre, comme cet objet de quête, c'est justement la réunion de deux choses, de deux qualités qui en principe sont contraires et qu'on ne trouve jamais en même temps. Alors, on peut décrire le discours publicitaire de son point de vue narratif, selon ce même schéma. Magie fait le potage que vous aimez, vous dit le manque, c'est-à-dire que malheureusement, vous perdez du temps, donc votre manque à gagner, c'est le temps. Il vous dit que vous cherchez à combler ce manque, si vous voulez vivre dans la vie moderne, eh bien, à la fois garder le plaisir d'avoir un potage personnel, mais ne perdez pas de temps, voilà ce qui est votre quête. L'objet de quête, le slogan le dit, puisqu'il dit qu'il fait le résultat même déjà donné. Le potage que vous aimez, ça veut dire que magie arrive à conjoindre les deux, et votre objet de quête, c'est de conjoindre les deux. Grâce à quoi?
grâce à ce produit magique qui va représenter l'auxiliaire. Vous avez donc, dans tout discours publicitaire, voyez-vous, une organisation narrative qui est du même ordre que celle du conte populaire, et ce n'est pas du tout étrange, car vous constaterez que le discours publicitaire, pour une part, cherchant à atteindre la plus grande masse, eh bien, organise son discours comme, pour une part, comme si c'était un récit populaire.